Bonjour à tous. Alors, nous allons attendre encore 2 petites minutes que les derniers participants se connectent. Juste le temps pour moi de vous rappeler quelques règles lors de ce webinaire. Donc, vos micros sont coupés. Normalement, vous devez nous entendre et voir les slides à l'écran. Donc, je suis Franck Liogier, donc directeur marketing des formations à la Gazette. Et je suis accompagné de Gilles Le Châtelier du cabinet d'avocats Adamas. Nous allons voir aujourd'hui le sujet des pouvoirs de police du maire, donc avec le thème pandémie Covid-19, que reste-t-il des pouvoirs de police du maire? Comment ça va se passer? Je vais d'abord faire une brève introduction pour vous présenter les formations à la Gazette, puis Gilles prendra la main pour le webinaire. Pendant ce temps-là, pendant toute la présentation, vous pouvez poser des questions. Normalement, vous avez une fenêtre pour poser des questions qui est à votre disposition. Donc, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez pendant toute la durée du webinaire. En revanche, nous n'y répondrons qu'à la fin, afin que Gilles ne soit pas interrompu dans sa présentation. Et à la fin, nous aurons une phase de questions-réponses. Alors, nous allons attendre encore 30 petites secondes avant de démarrer. Je vois qu'il y a encore des participants qui se connectent. Ok. On va démarrer, ça les fera venir. Du coup, ce webinaire vous est proposé par le cabinet d'avocats Adamas et les formations La Gazette. Les formations La Gazette, qu'est-ce que c'est? Donc, Gilles, si tu peux passer le premier slide, voilà. En fait, la Gazette, vous connaissez certainement la Gazette des communes, hein, la presse papier. La Gazette est aussi un organisme de formation. Donc, nous proposons des formations à destination du personnel des collectivités locales. Donc, nous avons tout un catalogue de formations. Vous pouvez le voir, les thèmes que nous abordons. Donc, ça va du management public, de ressources humaines, gestion finance locale, marché public, action sociale. Voilà, nous avons tout un catalogue de formations. Vous pouvez avoir plus d'informations sur toutes les formations que nous proposons sur formation.lagazetteDesCommunes.com. À noter que pendant cette période de confinement, nous nous sommes adaptés, bien sûr, et toutes les formations ont été revues pour être adaptées en classe virtuelle, donc à distance. Donc donc vous pouvez encore profiter du confinement pour vous former à distance avec toutes nos formations. Donc c'est bien sûr indiqué sur le site, c'est indiqué classe virtuelle quand la formation peut être faite à distance. Et puis nous avons lancé ce mois-ci un nouveau service à destination des élus, puisque nous sommes organismes agréés pour la formation des élus. Si on peut passer au slide d'après. Alors, ce service s'appelle Élu Academy. Donc, c'est une plateforme de e-learning. Du coup, ça tombe bien en ces temps de confinement. C'est une plateforme de e-learning à destination des élus locaux. Donc, pour aider les collectivités à remplir leur obligation de formation de leurs élus, puisqu'ils ont bien une obligation de formation de leurs élus, et également aux côtés de l'élu de se former d'une manière assez souple. On sait qu'un élu a souvent des contraintes d'agenda, et donc du coup le e-learning est parfait pour pouvoir se former pendant la prise de poste. C'est une formation c'est une plateforme en fait qui est un peu comme le Netflix de la formation pour les élus, c'est-à-dire que vous avez un accès et en fait vous avez accès à toutes les formations disponibles. On peut le voir sur la slide d'après. Voilà, donc vous avez les formations disponibles. Les formations ont été faites par les formateurs La Gazette, donc c'est des formateurs expérimentés et reconnus dans leur domaine. Il y a des fondamentaux qu'un élu doit avoir pour prendre son poste, comme le statut de l'élu, la gouvernance d'une collectivité, les services publics locaux, les fondamentaux des finances locales, des achats publics, voilà. Tout un tas de formations
en e-learning fondamentale, et puis il y a des spécialités également, vous pouvez le voir sur le slide, et puis chaque mois il y a un webinaire sur un sujet d'actualité qui est organisé. Si on passe à la slide d'après, vous pouvez voir l'ensemble des... Ah non, c'est pas ce slide-là, mais c'est pas grave. Edu Academy, c'est une plateforme qui est très simple et intuitive. En fait, il y a un mélange de vidéos, de quiz, de fiches mémo qui vous sont proposées. Vous pouvez accéder 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comme c'est du e-learning, et c'est accessible depuis n'importe quel device, donc ordinateur, tablette, smartphone, etc. Et puis voilà, si on peut voir le slide d'après. Le slide d'après, du coup, on vous donne rendez-vous sur eduacademy.fr pour avoir plus d'informations et pour demander une démonstration gratuite, bien sûr, de la plateforme. On sera un plaisir de vous montrer à quoi ça ressemble en vrai. Voilà, maintenant, je laisse la parole à Gilles pour le webinaire. C'est parti. Merci beaucoup, bonjour à tous, ravi de vous retrouver, même si c'est sous une forme un peu, en tout cas je le dis pour moi, un peu inhabituelle. Avec la Gazette, on s'est intéressé au thème que je vais traiter avec vous aujourd'hui, qui est en fait les conditions dans lesquelles les pouvoirs de police administrative générale du maire peuvent continuer à s'exercer dans le contexte de la crise créée par l'épidémie de Covid-19 et dans un contexte juridique qui du fait de la crise elle-même, a singulièrement bougé dans les dernières semaines. Alors, je le rappelle, avant même l'intervention de l'épidémie, le législateur était intervenu par une loi qui est la loi du 9 août 2004 pour mettre en place de manière plus systématique et plus avec des moyens juridiques plus puissants que ceux qui existaient auparavant, mettre en place, je le disais, une police administrative spéciale sanitaire sous la responsabilité de l'État et sous la responsabilité du ministre de la Santé. C'est l'article L3131-1 du Code de la santé publique qui prévoit que le ministre de la Santé peut prendre toute mesure proportionnée au risque couru et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population. Alors, ces dispositions, donc, qui, encore une fois, datent de 2004, elles ont très vite apparu dépassées avec l'épidémie du Covid-19, ce qui a imposé aux législateurs de revenir sur ce dispositif pour le renforcer, et on va le voir en modifier un certain nombre de traits essentiels. C'est la loi donc, du 23 mars 2020, la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, qui est intervenue dans ce domaine et qui, au-delà, vous le savez certainement, de toute une série d'articles d'habilitation permettant au gouvernement, par ordonnance, de légiférer dans différents domaines, notamment économiques et sociaux, mais aussi d'ailleurs de la vie des collectivités territoriales, cette loi a modifié le Code de la santé publique pour créer un nouveau dispositif qui est le dispositif d'état d'urgence sanitaire, qui est donc décrit aux articles L3131-12 et suivants du Code de la santé publique. Donc, comme je l'indiquais, la loi crée cette possibilité d'état d'urgence sanitaire et met en place ou renforce finalement quelque part la police sanitaire spéciale sous la responsabilité de l'État, cette fois en donnant la responsabilité essentielle de l'exercice de cette police non plus au ministre de la Santé, même si on va le voir qu'il continue à intervenir, mais au Premier ministre. Alors, c'est l'article L31-15 du Code de la santé publique. Alors, vous allez le voir dans les différentes vues qui suivent, on a essayé de rappeler ce qui existait auparavant, l'intervention de la loi de mars 2020 et ce qui existait pour chaque autorité en matière de pouvoir de police administrative générale et en matière de police administrative spéciale. Alors, s'agissant du Premier ministre,
de par la Constitution, il détient l'exercice du pouvoir réglementaire et à ce titre, on considère, depuis une vénérable jurisprudence du Conseil d'État de 1919 qui est l'arrêt Labonne, que le Premier ministre peut à tout moment exercer des pouvoirs de police administrative générale dès lors qu'un trouble à l'ordre public le requerrait. Je signale, le premier décret que le gouvernement a pris qui mettait en place le confinement est un décret qui est intervenu sur la base de ses pouvoirs propres, puisque le décret est antérieur à la loi qui a été la loi d'urgence sanitaire. Avec l'intervention de cette loi, comme je l'indiquais il y a quelques instants, le Code de la santé publique est intervenu. C'est l'article maintenant L3131-15 qui donne au Premier ministre une compétence pour prendre un certain nombre de mesures réglementaires. Pour être très clair, ce sont des mesures de restriction, notamment à la liberté d'aller et de venir, mais aussi, par exemple, à la liberté de réunion, en cas d'épidémie et dans l'hypothèse où, comme c'est le cas aujourd'hui en France, l'état d'urgence sanitaire aurait été décrété. Et sur le fondement de cet article L3131-15, est venu le décret du 23 mars 2020, qui est le décret qui organise en réalité le confinement, avec, vous le savez, toutes les prescriptions et les limitations de sortie à un certain nombre d'hypothèses aujourd'hui énumérées et qu'on retrouve pour chacun d'entre vous qui utilise les formulaires d'attestation, qu'ils soient sous forme papier ou dématérialisés. On retrouve les différentes catégories d'interdiction et de restrictions édictées par ce décret. Le ministre chargé de la Santé, lui, il n'en a toujours pas de pouvoir de police administrative générale. Avant, comme je l'expliquais, il tenait de la loi de 2004 un certain nombre de compétences en matière d'état d'urgence sanitaire. Et maintenant, avec l'intervention de la loi de mars dernier, il peut prendre en fait sur tous les mêmes items que ceux qui définissent la compétence du Premier ministre, il peut prendre des décisions individuelles, par exemple de fermeture d'établissements ou des restrictions particulières qui s'imposeraient au regard des nécessités de la protection de la santé publique et des populations. Le préfet, lui, détient, vous le savez, un pouvoir de police administrative générale, alors, au titre de l'article L22 du 15-1 du Code général des collectivités territoriales. Dans le cadre de la loi sur l'urgence sanitaire, il a vu ses pouvoirs renforcés et précisés. C'est le nouvel article L3131-17 du Code de la santé publique qui prévoit que le Premier ministre ou le ministre chargé de la Santé peuvent habiliter le préfet à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d'application de ces dispositions, c'est-à-dire des dispositions générales qui ont pu être prises par le Premier ministre ou des décisions individuelles qui ont pu être prises par le ministre de la Santé. Je vous le signale également, cette disposition n'est pas ici d'application aujourd'hui sous l'égide du Covid-19, mais cet article L3131-17 permettrait au Premier ministre et au ministre de la Santé de déléguer au préfet l'ensemble de leurs pouvoirs dans une situation, par exemple, d'une épidémie qui serait concentrée sur un département spécifique. Alors, on en vient au maire. Le maire, lui, il dispose de son pouvoir de police administrative générale et, vous le savez, dans les dispositions du Code général des collectivités territoriales, il y a des dispositions qui traitent plus particulièrement des questions d'épidémie. C'est principalement deux articles. C'est l'article L2212-2, cinquièmement, du Code général des collectivités territoriales, qui prévoit que la police municipale comprend également le soin de prévenir par des précautions convenables et de faire cesser par la distribution de secours nécessaires les maladies épidémiques et contagieuses. La deuxième disposition qui peut fonder l'intervention du maire au titre de ses pouvoirs de police administrative générale, c'est l'article L2212-4, toujours du Code général des collectivités territoriales, qui prévoit qu'en cas de danger grave ou imminent, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. Donc là aussi,
quelque part, de manière un petit peu redondante avec l'article L2212-2 cinquièmement, un pouvoir finalement de prendre toutes les mesures de police administrative, c'est-à-dire très concrètement toutes les mesures de restriction aux libertés qui peuvent s'imposer pour lutter localement contre une épidémie. Vous le voyez dans le tableau qui vous est projeté à l'écran en ce moment. En revanche, le maire n'intervient pas au titre de la police administrative spéciale sanitaire, ni avant la loi de mars 2020, ni après. La loi de mars 2020, comme je vous le disais, traite des pouvoirs du Premier ministre, du ministre chargé de la Santé, du préfet, donc autorité de l'État, toutes les trois, et en revanche, ne fait pas intervenir le maire dans cette police administrative spéciale. Alors, une fois qu'on a décrit, je dirais, cet ensemble, cette architecture de texte, on en arrive à une question qui est une question classique pour les étudiants de droit et qui est aussi une question devenue très classique et très habituelle pour les praticiens du droit public et des droits des collectivités territoriales. C'est la question de la combinaison entre l'exercice de pouvoirs de police administrative spéciale et l'exercice des pouvoirs de police administrative générale. Alors, vous le savez, notamment la jurisprudence depuis quelques années a été assez ferme pour dire que dans un certain nombre d'hypothèses où il existait une police administrative spéciale détenue et exercée par des autorités de l'État, le maire ne pouvait pas intervenir dans ces domaines au titre de la police administrative, de ses pouvoirs de police administrative générale. J'ai repris dans la présentation 3 exemples. Hein. C'est à la fois la question de l'implantation des antennes relais de téléphonie mobile. Hein. C'est l'arrêt du Conseil d'État du 26 octobre 2011. C'est le cas en matière de dissémination d'OGM. C'est l'arrêt du Conseil d'État du 24 septembre 2012. Ou encore, plus récemment, l'arrêt du 11 juillet 2019 à propos des compteurs Linky. Donc, je dirais le présupposé de ce raisonnement, enfin derrière ce raisonnement juridique en termes d'action administrative, qu'est-ce qu'il y a? C'est l'idée de dire que les outils de police administrative spéciale sont à la fois mieux adaptés à traiter les troubles à l'ordre public et en même temps suffisent quelque part à régler les problèmes qui peuvent exister. Alors néanmoins, la porte n'est pas fermée pour l'exercice du pouvoir de police administrative générale et l'intervention du maire, même dans le champ d'exercice d'une police administrative spéciale, il est possible, et il est possible classiquement dans 2 situations. Première situation, c'est en cas de carence ou d'inaction de l'autorité de police administrative spéciale, et la jurisprudence ajoute la condition supplémentaire dans l'hypothèse d'un péril imminent, c'est-à-dire une situation dans laquelle il est absolument essentiel qu'une autorité de police intervienne pour faire cesser le trouble à l'ordre public et pour garantir la sécurité et la salubrité des populations. Deuxième hypothèse, même dans une hypothèse où il n'y a pas de carence de l'autorité de police sanitaire, c'est dans la situation où même si les autorités de police administrative spéciale sont intervenues, des circonstances locales particulières justifient une intervention du pouvoir de police administrative générale. Et dans cette situation-là, je dirais la jurisprudence est très claire, l'autorité de police administrative générale ne peut intervenir que pour renforcer les restrictions qui ont été posées par l'autorité de police administrative spéciale. On est bien dans une situation donc de dissymétrie, c'est-à-dire que le pouvoir de police administrative générale ne peut jamais venir alléger les restrictions qui auraient été posées par les pouvoirs de police administrative spéciale. En revanche, elle peut tout à fait les aggraver, donc durcir ces restrictions, à condition, et on va le voir, cette question elle est absolument fondamentale dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui est l'exercice du pouvoir de police du maire en présence de l'épidémie de Covid-19, à condition bien évidemment de justifier de circonstances locales particulières. Alors,
cette question de combinaison entre les deux polices, là, le juge nous aide puisque, à l'occasion du premier contentieux qui a été porté devant le Conseil d'État sur la mise en œuvre des mesures du Covid-19, hein, c'est le recours qui avait été introduit par l'intersyndicale des internes en médecine qui se plaignait du caractère insuffisamment restrictif des mesures de confinement prises par le gouvernement. Ça a donné lieu à une ordonnance du Conseil d'État qui est l'ordonnance du 22 mars 2020 et qui vous dit la chose suivante: dans le cadre du pouvoir qui leur a été reconnu par ce décret ou en vertu de leur pouvoir de police, les représentants de l'État dans les départements, comme les maires, donc j'insiste, comme les maires, en vertu de leur pouvoir de police générale, ont l'obligation d'adopter, lorsque de telles mesures seraient nécessaires, des interdictions plus sévères lorsque les circonstances locales le justifient. Donc, au point de vue des principes, cette ordonnance est extrêmement importante puisqu'elle reconnaît bien la règle générale, mais qui peut parfois connaître un certain nombre d'exceptions. Donc c'est pour ça que cette ordonnance elle est particulièrement utile, disant bien, dans l'hypothèse dans la situation que nous connaissons actuellement d'épidémie du Covid-19, eh bien, même si le pouvoir de police sanitaire spéciale est intervenu, le maire conserve sa possibilité d'intervention. Le Conseil d'État va même plus loin, dans l'obligation, on ne parle pas de la faculté, l'obligation d'adopter, lorsque de telles mesures seraient nécessaires, des interdictions plus sévères. Mais vous le voyez, il faut que de telles mesures soient nécessaires et surtout, il faut que des circonstances locales le justifient. Donc, on retrouve à la fois l'admission de la compétence du maire pour intervenir au titre de ses pouvoirs de police administrative générale, mais en même temps avec les restrictions habituelles et notamment la nécessité d'invoquer des circonstances locales. Donc, ce cadre étant fixé, rappeler aussi un dernier point, c'est le fait que, bien évidemment, le maire, quand il exerce son pouvoir de police administrative générale, ne peut pas venir d'abord méconnaître des règles qui auraient été dictées par une autorité compétente sur un ressort territorial plus large. Concrètement, le maire, par un arrêté, ne pourrait pas dire le contraire de ce que le préfet a dit lui-même dans un propre arrêté préfectoral, sa voix fortiori pour un décret du Premier ministre. Et deuxième point, c'est ce que je vous rappelais il y a quelques instants, c'est qu'en tout état de cause, le maire ne peut venir que pour aggraver les mesures prises au titre de la police administrative spéciale, mais il ne peut jamais intervenir dans l'autre sens, c'est-à-dire pour alléger ces contraintes. Alors, dès lors que le maire intervient, je le rappelle, il peut intervenir sur deux fondements législatifs. Je ne reviens pas sur ces éléments, on les a cités, je les ai cités il y a quelques instants, soit au titre de l'article L2212 2 cinquièmement du Code général des collectivités territoriales, soit au titre de l'article L2212-4 du Code général des collectivités territoriales. Donc, il y a bien une base légale tout à fait suffisante pour autoriser un maire à intervenir en présence d'une épidémie comme le Covid-19 au titre de ses pouvoirs de police administrative générale. Alors, ensuite, on va, je dirais, revenir aux règles classiques, au régime classique de l'exercice des pouvoirs de police administrative générale, c'est-à-dire les contraintes habituelles qui s'imposent au maire dans l'exercice de ses compétences. Je le rappelle, tout l'édifice jurisprudentiel du Conseil d'État repose sur ce point de départ qui est une question, enfin qui est un principe essentiel dans l'exercice des pouvoirs de police administrative, c'est que par nature, une mesure de pouvoir de police administrative est une mesure qui porte atteinte aux libertés publiques. Dès lors, dans un régime démocratique, ce qui est fort heureusement le cas de notre beau pays, eh bien, ces atteintes doivent être restreinte et limitée autant que faire se peut. Et là, vous retrouvez bien sûr, je dirais, les contraintes et le cadre posé par la jurisprudence. Pour que ces mesures soient légales, elles doivent d'abord viser à sauvegarder l'une des composantes de l'ordre public, ici la santé publique, ou par exemple des troubles à l'ordre public qui pourraient être liés, par exemple, à la mise en place du confinement. Mais c'est bien un objectif d'ordre public, de maintien de l'ordre public ou de la santé publique qui doit être poursuivi. Ces mesures doivent être proportionnées, hein, c'est la fameuse jurisprudence Benjamin de 1933,
Et à ce titre, le juge est extrêmement réticent et critique à l'égard de mesures d'interdiction qui seraient générales et absolues, sans justification appropriée des mesures qui pourraient être prises. Le maître mot je dirais, du contrôle par le juge de l'exercice par le maire de ses pouvoirs de police administrative générale, c'est la notion de proportion. Il faut que la réponse, la mesure qui soit prise, soit proportionnée au risque ou au danger à l'ordre public qui existe. C'est ce qu'on appelle dans le jargon des juristes la triple proportionnalité. C'est que pour qu'une mesure de police administrative générale soit légale, elle doit être adaptée, c'est-à-dire qu'elle doit viser à répondre à la difficulté d'ordre public qui est soulevée. Elle doit être nécessaire. On doit faire la démonstration qu'il n'y avait pas un moyen moins restrictif qui pouvait être mis en place pour permettre de sauvegarder l'ordre public, et elles doivent être proportionnées à la défense de l'ordre public, c'est-à-dire qu'elles ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire en termes de restrictions. Alors, dans ce cadre-là, ce qui est aussi intéressant, c'est que depuis 3 semaines, on a des exemples jurisprudentiels d'hypothèses dans lesquelles les maires ont pris des arrêtés de police au titre de leur pouvoir de police administrative générale pour la crise, dans le cadre de la crise du Covid-19, et qui ont donné lieu à des contentieux devant la juridiction administrative, qui a pu donner des exemples et éclairer un peu plus l'application de ces principes à la situation particulière née de la crise actuelle. Alors, la première illustration jurisprudentielle, c'est l'ordonnance du TA de la Guadeloupe du 27 mars 2020. Alors, qu'est-ce qui était en cause? Était en cause en réalité les arrêtés pris par 4 maires de la Guadeloupe, qui sont les maires des 4 communes de l'île de Marie-Galante, et qui avaient décidé en réalité de prendre des mesures qui interdisaient les transports maritimes entre l'île de Marie-Galante et le reste du territoire de la Guadeloupe. Le seul transport qui était autorisé, c'était les transports des biens de première nécessité pour les habitants de l'île. Le préfet de la Guadeloupe a contesté ces arrêtés en considérant qu'ils allaient trop loin en termes de restrictions à l'ordre public. Aux libertés publiques, pardon. Le TA de la Guadeloupe a donné raison au préfet en estimant que effectivement cette restriction donc radicale, l'interdiction de toute circulation maritime entre la Guadeloupe et l'île de Marie-Galante allait trop loin, et notamment, c'est ce que relève l'ordonnance, je vous le retrouvez dans le 3e item, cette restriction est trop importante car elle risque d'empêcher la circulation des personnes contribuant directement ou indirectement à la protection de la population. Le juge a donc suspendu cet arrêté en estimant que la restriction était trop importante, qu'elle allait même peut-être au-delà non seulement elle allait au-delà de ce qui était nécessaire, mais elle risquait d'avoir des effets négatifs en termes d'ordre public, par exemple en posant des difficultés pour la possibilité de déplacement des soignants ou au contraire la possibilité d'évacuation de certains patients depuis l'île de Marie-Galante jusqu'au reste du territoire de la Guadeloupe. Et le juge a assorti cette suspension d'une injonction d'une rotation maritime journalière entre Marie-Galante et le reste du territoire de la Guadeloupe. Deuxième exemple, c'est les couvre-feux. Alors, les couvre-feux, on a plusieurs exemples de mesures de couvre-feu qui ont été prises par des maires de différentes communes, qui donc, comme une mesure de couvre-feu classique, interdisent la circulation de la population entre 1 heure dans la soirée et jusqu'au lendemain matin. Alors, le premier exemple qu'on a, qui a donné lieu à une jurisprudence, c'est l'ordonnance rendue par le tribunal administratif de Caen le 31 mars 2020. Ce qui était en cause, c'était un arrêté du maire de Lisieux qui interdisait la circulation des personnes sur l'ensemble du territoire de la commune entre 22 h et 5 h du matin. La justification de l'arrêté, elle était, je dirais, double. Elle se posait d'abord sur l'idée de
d'être un élément renforçant le confinement, c'est-à-dire en gros interdire aux gens d'aller se promener librement la nuit. Et je dirais, ce qui était intéressant dans le cas de figure de l'arrêté du maire de Lisieux, c'est qu'il y avait une deuxième justification qui était de dire il y a eu des troubles à l'ordre public, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui en ont profité la nuit venue pour aller, en l'espèce, incendier des poubelles et essayer d'entrer par effraction dans le stade de la ville. Alors, malgré ces éléments de circonstances locales, le tribunal administratif a estimé que les circonstances locales n'étaient pas suffisantes pour justifier au plan local la nécessité des restrictions supplémentaires imposées par l'arrêté contesté, tant au regard du risque de propagation de l'épidémie de Covid-19 que de la sécurité publique. Même idée, en gros, il y a déjà un cadre de confinement qui est assez strict, il n'y a pas besoin de le renforcer par une mesure de couvre-feu supplémentaire. On retrouve d'ailleurs à ce titre-là une jurisprudence classique sur les couvre-feux dans la jurisprudence du Conseil d'État, qui est de dire que les mesures locales doivent être justifiées par l'existence de risques particuliers, et notamment parfois ciblées dans des secteurs spécifiques. Et là, on pouvait peut-être mettre en cause l'étendue à l'ensemble du territoire de la commune de l'arrêté de couvre-feu pris par le maire de Lisieux, ou encore le fait que ces mesures pouvaient apparaître comme non adaptées ni proportionnées par leur contenu à l'objectif de protection pris en compte. C'est un élément important parce que là aussi, c'est une manière de dire, j'y reviendrai, pour le juge, les restrictions posées sont suffisantes et on ne fait pas la démonstration que des restrictions supplémentaires doivent être mises en œuvre par le maire au titre de ses pouvoirs de police administrative générale. Troisième exemple, c'est le port du masque obligatoire. Alors ça, c'est une affaire que vous connaissez certainement parce qu'elle a donné lieu à une assez forte couverture médiatique. C'est l'arrêté pris par le maire de Sceaux qui imposait pour les sorties du domicile pour toutes les personnes de plus de 10 ans le port du masque. C'est un arrêté du 6 avril 2020 qui avait été pris par le maire de Sceaux, qui a été contesté devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et qui a donné lieu à l'ordonnance du 9 avril dernier. Là aussi, la justification de l'arrêté du maire de Sceaux, elle est intéressante parce qu'elle se situe à 3 niveaux différents qui sont des niveaux tout à fait pertinents en matière de défense de l'ordre public. Le premier, c'était de dire le port du masque est préconisé par l'Académie de médecine et donc il y a un intérêt à l'imposer sur le territoire de la commune de Sceaux comme étant un moyen de prévenir les risques sanitaires. Deuxième élément, là on avait un élément, alors je ne sais pas s'il était de circonstances locales, mais en tout cas il s'appliquait bien à la situation que le maire de Sceaux avait dû constater. Il faisait état du fait qu'il avait constaté le week-end précédent, le week-end des 4 et 5 avril, un certain relâchement dans le respect des règles de confinement et que donc à ce titre, il lui semblait important de renforcer les mesures de protection de la population en imposant le port du masque. Et puis troisième élément, là aussi élément local, c'est l'importance de la population âgée au sein de la population de Sceaux, puisque les plus de 65 ans représentent 25% de la population et le maire invoquait dans son arrêté le fait que, compte tenu des contraintes pour ces personnes nécessitées à l'obligation de sortir pour aller faire leurs courses, eh bien, le fait de mettre une mesure de port du masque était un élément intéressant pour permettre de protéger ces populations, on le sait, qui sont particulièrement à risque. Alors, néanmoins, cet arrêté, lui aussi, il a été suspendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avec trois terrains de rejet. D'abord sur le fait, sur le risque sanitaire, le juge dit, le maire de Sceaux ne fait pas la démonstration qu'il y ait un besoin spécifique du port du masque de protection sur le territoire de la commune de Sceaux. Ensuite, deuxième point, la mesure de relâchement
ça ne justifie pas de prendre des mesures supplémentaires par rapport aux mesures existantes. Sous-entendu, il s'agit de faire appliquer les restrictions qui sont déjà posées par le Premier ministre, voire le préfet, et il n'y a pas besoin d'en ajouter de supplémentaires. C'est un problème plutôt de contrôle du respect de ces obligations et pas un problème d'édiction de nouvelles contraintes. Et puis, troisième point, le juge relève que, s'agissant de la situation particulièrement des personnes âgées, eh bien, la commune avait apporté une réponse qui n'était pas inintéressante, qui était le fait d'organiser un service de course livré à domicile, et que cette réponse-là, elle était peut-être plus adaptée que celle du port du masque à la protection de ces populations particulières. Donc, si vous voulez, si on reprend les enseignements de ces trois jurisprudences, hein, il y en a d'autres hein, qui disent à peu près la même chose, notamment vous avez une ordonnance du cas de Montreuil qui, sur les mesures de couvre-feu qui ont été prises à Saint-Ouen, prend à peu près, reprend une solution tout à fait identique à celle qui avait été retenue par le tribunal administratif de Caen pour la commune de Lisieux. Mais je dirais ce qui est intéressant dans ces jurisprudences, c'est le fait que en réalité, le juge considère que les mesures restrictives prises par l'État sont déjà suffisantes. Elles sont déjà très attentatoires aux libertés, notamment à la liberté d'aller et venir, mais aussi pour certaines d'entre elles à la liberté d'entreprendre, voire à la liberté de réunion ou à la liberté de mener une vie familiale normale. Et le juge, quelque part, je pense à une espèce d'attitude de premier abord qui consiste à dire les mesures sont déjà suffisamment sévères, point n'est besoin d'en rajouter. Deuxième point, c'est la question de l'invocation des circonstances locales. J'ai beaucoup insisté sur cette condition qui est nécessaire pour que les pouvoirs de police administrative générale s'exercent en plus de ceux d'une police administrative spéciale. Et je crois que là aussi, la difficulté de faire état de circonstances locales particulières, après tout, dans beaucoup des éléments qui étaient par exemple invoqués par le maire de Sceaux, on trouvait des éléments qui étaient valables peut-être, sinon nationalement, en tout cas sur une partie importante du territoire. Je pense par exemple à la constatation du relâchement du respect des règles de confinement. Je ne suis pas certain que ce soit véritablement quelque chose de spécifique au territoire de la commune de Sceaux. Et puis, troisième point, on retrouve le contrôle de proportionnalité, c'est-à-dire faites-moi la démonstration que cette mesure, elle est absolument indispensable. Dès lors, le maire doit doser les mesures qu'il adopte, techniquement, temporalement, géographiquement. Alors, ça peut prendre le biais de certains éléments d'interdiction, par exemple des mesures d'interdiction de circulation dans les parcs, des mesures d'interdiction de certaines promenades, par exemple. Hein, certaines communes l'ont fait. Il y a des promenades, des lieux qui sont fréquemment utilisés par les habitants pour se promener ou se divertir, qui ont été fermés pour éviter les concentrations de population. Là, il me semble qu'on est dans l'exercice normal du pouvoir de police administrative générale, renforcé sur certaines zones à risque et éviter les concentrations de population. Mais vous le voyez bien, on parle de mesures limitées, notamment géographiquement, avec toujours à chaque fois la nécessité de justifier de la mesure et de justifier de son risque, de la nécessité de son intervention, plutôt au regard du risque pour la santé des populations. Donc, la marge de manœuvre du maire, elle est doublement réduite, à la fois par l'action de la police administrative spéciale, elle peut être aussi réduite par l'exercice par le préfet de ses pouvoirs de police administrative générale. Vous avez un bon exemple dans l'affaire de Montreuil que j'ai évoquée il y a quelques instants, parlons du cas de Montreuil, qui concerne la commune de Saint-Ouen, où pour dire que le couvre-feu ne s'imposait pas, le juge avait relevé que le préfet avait lui-même pris une mesure de fermeture d'un certain nombre de débits de boissons et de débits de commerce au-delà de 21 heures, qui du coup limitait les possibilités de sortie nocturne de la population. Alors, question suivante, et je finirai sur ce point-là. On a parlé beaucoup de ce que pouvait faire le maire au titre dans la phase de confinement. Qu'est-ce qui se passe pour la phase de déconfinement? Alors, en théorie, bien évidemment, le maire
une fois que, alors bien évidemment, alors, toutes les prudences d'usage liées au fait qu'on a, je crois que personne ne sait encore très exactement comment va se passer le déconfinement à compter du 11 mars, mais en théorie, ce qui est tout à fait clair, c'est que le maire serait tout à fait en droit de venir prendre des mesures pour dire, ben, à titre général, on a adopté telle ou telle mesure de déconfinement. Dans ma commune, en raison d'un risque particulier, eh bien, je m'y oppose et j'y fais obstacle et je maintiens tel ou tel type de restriction. Alors ça, c'est un point important parce que moi, j'ai la conviction que cette question-là, elle peut se poser, notamment dans des zones, par exemple, où l'épidémie resterait importante, où est-ce qu'il y aurait des risques particuliers. Le maire peut intervenir là pour quelque part limiter le déconfinement ou l'encadrer par certaines restrictions qui demeureraient en vigueur sur son territoire. Là encore, bien évidemment, il faut faire état de circonstances locales particulières. Et puis, on retrouvera les conditions habituelles des mesures de police administrative, c'est-à-dire des mesures qui doivent être proportionnées, nécessaires et adaptées aux circonstances locales. En revanche, je le rappelle, le pouvoir de police administrative générale ne peut intervenir que dans un sens plus restrictif par rapport à l'exercice du pouvoir de police administrative spéciale. Ça veut bien dire que le maire n'a pas le pouvoir d'accélérer le déconfinement, d'aller plus loin dans le déconfinement que ce qui serait décidé au plan national par le préfet, voire par le Premier ministre, pardon, voire au plan local par le préfet. En pratique, je dirais, là aussi, il faudra voir comment ces mesures pourraient être mises en œuvre, notamment en prenant en compte le fait que, d'après ce qu'on nous annonce, le déconfinement devrait être progressif et devrait justement essayer de prendre en compte les diversités de situations locales et de populations à risque pour éviter des risques sanitaires trop importants, que probablement le port du masque serait imposé, ce qui serait en tant que tel d'ailleurs, le juge a eu l'occasion de le dire, une atteinte à la liberté individuelle, mais justifiée certainement par des motifs sanitaires. Là aussi, des mesures de dépistage plus ou moins étendues peuvent être mises en place. Et puis, par ailleurs, je le rappelle, en tout cas, c'est ce que le président de la République semble indiqué lundi soir lors de son allocution. Un certain nombre de lieux de fréquentation du public devraient rester fermés après le 11 mai, notamment les restaurants, les cafés, les lieux de rassemblement. Et le président de la République, sauf erreur, avait même évoqué la situation des grands événements dont il disait qu'il voyait mal la possibilité pour eux de se tenir avant, au plus tôt, pardon, la mi-juillet. Voilà, donc encore une fois, la question va se poser pour le déconfinement comme elle se pose aujourd'hui pour le confinement. Quelle sera la place que le maire peut occuper dans ce dispositif? C'est des questions qui peuvent se poser. Et j'arrête là mon intervention et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci Gilles. Alors, je vous rappelle que de toute façon, vous recevrez les slides plus le replay par email dans 1 ou 2 jours. Vous avez une fenêtre également à disposition pour vos questions. Donc, n'hésitez pas à les poser, c'est maintenant. On en a reçu quelques-unes pendant la présentation. Donc, la première question, c'est le maire peut-il prescrire dans le cadre d'un arrêté de circulation ou de permission de travaux pour la réalisation de chantier des dispositions imposant aux entreprises de respecter les gestes barrières ou le protocole BTP? Si oui, peut-il faire stopper un chantier qu'il ne respecterait pas et a-t-il le pouvoir de contrôler le contenu du protocole? Alors, il y a plusieurs questions. Je pense effectivement que le maire peut réglementer, c'est-à-dire que dans une situation dans laquelle il aurait constaté que les conditions de déroulement d'un chantier euh, seraient problématiques, parce que par exemple, avec une trop forte concentration d'ouvriers dans une zone donnée, avec à l'évidence un non-respect des distances de sécurité, alors même qu'il n'y a pas de mesures de protection particulière, si le maire constate cette situation-là, je pense qu'il est en droit d'intervenir. Alors, soit par exemple pour imposer une réglementation particulière dans le déroulement des chantiers, soit éventuellement pour interdire
certaines opérations de travaux s'il estimait que le risque est trop important. Cela étant, j'invite quand même à la plus grande prudence vis-à-vis de ce type d'actes. D'abord, il faut les prendre en ayant vraiment, excusez-moi l'expression, mais des billes, c'est-à-dire vraiment des éléments très circonstanciés, très précis, démontrant qu'il y a un vrai risque. Et je rappelle aussi que le maire exerce ses pouvoirs de police administrative générale au nom de la commune et qu'un exercice illégal de ces pouvoirs peut engager la responsabilité de la commune. Et je vais au bout de mon raisonnement. Si une entreprise estimait que on l'a contrainte abusivement à arrêter un chantier, elle serait tout à fait en droit d'aller rechercher la responsabilité de la commune pour le préjudice qui lui aurait été ainsi causé. Donc, il convient quand même d'être prudent. Sur le protocole BTP, là, il faut être très clair. D'abord, on est en présence, c'est pas du droit dur, hein, c'est un ensemble de bonnes pratiques. Le maire n'est pas chargé en tant que tel de faire respecter les prescriptions de ce protocole. Simplement, encore une fois, le non-respect de manière évidente, avérée, constante et dans des conditions qui seraient dangereuses pour la sécurité publique, qui auraient pu être contestées d'ailleurs par un procès verbal, là, pour le coup, le maire pourrait intervenir. Je rappelle qu'au titre de ses pouvoirs de police administrative générale, plus globalement, le maire peut éventuellement fermer un commerce. S'il estime, par exemple, que dans ce commerce, les conditions les distances de sécurité sont absolument pas respectées et que là, il y a un vrai risque pour la sécurité et la santé publique parce que les gens s'amoncellent dans les rayons du magasin. D'accord. On a d'autres questions. Nos questions. Le fait d'imposer le respect du protocole dans un arrêté municipal peut-il être qualifié d'exécution du PAS du préfet par le maire? Je crois pas. Je crois pas, encore une fois. Je pense qu'encore une fois, on est en présence de bonnes pratiques avec ce protocole. C'est pas en tant que tel une mesure de police administrative spéciale, hein. Certes, le protocole, il a été validé par les ministres compétents, mais c'est un ensemble de bonnes pratiques, hein. D'accord. Notre question. Le maire peut-il utiliser son pouvoir de l'article L2213-1 CGCT? Alors, le L2213-1, attendez, je le reprends sous les yeux. C'est sur la police de la circulation et du stationnement, c'est ça? Oui, bien sûr. Bien sûr. Je dirais que faut être très clair. En réalité, j'ai envie de dire dans 80, sinon 90% des cas, l'exercice du pouvoir de police administrative du maire, c'est un pouvoir de police de la circulation et de la liberté d'aller et venir. Là aussi, je prends un exemple là, qui nécessiterait bien sûr d'être justifié, mais prenons une rue commerçante très passante, très étroite, et dans laquelle vous avez un certain nombre de commerces de première nécessité. Le maire, il est en droit de réglementer la circulation. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'il puisse fermer complètement la rue, parce que sinon, je ne vois pas comment les clients pourraient se rendre dans les commerces dans lesquels il y a les biens de première nécessité. Mais il peut très bien organiser une espèce de mesure de filtre, vous voyez, de faire en sorte que à 2 points de la rue, un point d'entrée et un point de sortie, il n'y ait pas plus. En gros, on filtre les gens et qu'on évite qu'il y ait 200 personnes qui soient sur 50 mètres. Ça, c'est tout à fait possible. Une autre question. Les arrêtés de couvre-feu pris par les préfets au titre de leur PAS doivent-ils répondre aux mêmes conditions que ceux des maires pris au titre de leur pouvoir? Ils sont soumis au même contrôle, c'est-à-dire qu'un couvre-feu pris par le préfet peut avoir à s'expliquer devant le juge sur la légalité de cette mesure de couvre-feu. Je ne l'ai pas évoqué dans ma présentation, mais on a aussi quelques décisions de tribunaux administratifs, notamment c'est le tribunal administratif de Montpellier, qui est venu annuler des mesures de préfet prononçant la fermeture de certains commerces. Parce que le préfet avait estimé que les commerçants ne respectaient pas
les prescriptions qui étaient imposées, notamment par exemple dans des limitations d'horaires d'ouverture et de fermeture. Et donc il y a eu des contentieux et dans l'espèce, le préfet de l'Hérault, en l'espèce, en a perdu quelques-uns. Donc le préfet, il est soumis aux mêmes obligations et la mesure de couvre-feu en tant que telle, d'ailleurs vous savez, enfin vous vous rappelez, elle avait été envisagée à un moment par le gouvernement, en tout cas ça avait été rapporté par certains journalistes. Donc le préfet, ben, comme le maire, il doit justifier que la mesure de couvre-feu, elle s'impose pour la protection de la santé publique et de l'ordre public. Donc il faut qu'il y ait des circonstances locales qui l'imposent, qui le justifient. Très bien. Une autre question, une mesure de prolongation du confinement sur le territoire d'une commune en particulier ne relève-t-elle pas plutôt du pouvoir de police spéciale du préfet dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire? Oui, mais imaginez que le préfet. Alors, vous avez raison, le préfet pourrait tout à fait, au titre de ses pouvoirs qu'il tient de l'article L3131-17, prendre ce type de mesures. Mais si le préfet ne le fait pas, c'est pas pour ça que le maire ne pourrait pas le faire. On serait dans un des cas que j'évoquais, c'est-à-dire le cas de l'inaction de l'autorité du pouvoir de police administrative spéciale. Imaginez Très bien. aussi, Oui, tous les cas de figure allez-y. sont possibles. Imaginez que dans un premier temps, je dis n'importe quoi, hein, le déconfinement est prononcé le 11 mai. Dans les 15 jours qui suivent, les choses se passent bien. Et puis, il y aurait une recrudescence de l'épidémie sur le territoire d'une commune donnée. Le maire, il est en droit, sans attendre l'intervention du préfet ou du ministre de la Santé d'ailleurs, qui pourrait aussi intervenir, le maire est en droit d'intervenir à ce titre-là. Très bien. Une question sur la temporalité des mesures de police pouvant être prises par le maire. Un arrêté de police peut-il être pris jusqu'à nouvel ordre? Cette notion, jusqu'à nouvel ordre, peut-elle être jugée comme étant disproportionnée? Oui, c'est pas, enfin, ça c'est des choses qu'il faut un peu proscrire parce que c'est comme les interdictions générales, le jusqu'à nouvel ordre. Enfin, j'ai envie de dire, rien n'empêche le maire de prendre un arrêté avec une date d'effet fixée dans 15 jours ou 3 semaines ou jusqu'au 11 mai par exemple aujourd'hui, et puis ensuite de reporter éventuellement cette date si besoin. Mais le jusqu'à nouvel ordre, ça fait partie des expressions que le juge n'aime pas trop. Toujours dans les arrêtés, un arrêté interdisant le bruit de jour comme de nuit, notamment par des travaux de jardinage et de bricolage, peut-il suspendre un chantier? Là, si vous voulez, on est on est dans la police de la tranquillité publique. Alors, est-ce qu'on va dire c'est justifié parce qu'à côté, il y a, par exemple, des habitations où les gens sont confinés et donc doivent subir toute la journée le bruit du chantier? Encore une fois, moi, dans ce genre de situation où derrière l'activité, il y a une entreprise, je mets en garde les participants à cette conférence sur le fait que ben, l'entreprise, si elle estime qu'on a à tort porté atteinte à sa liberté d'exercice professionnel et à sa liberté d'entreprendre, pourrait aller chercher la responsabilité de la commune pour le préjudice subi. Toujours sur les chantiers, quel est le fondement juridique pour réglementer les chantiers sur le territoire? Article 2212-2-5 ou 2213-1? Bah, si c'est des chantiers de voirie, ça va être plutôt 22-13-1. Sinon, ça peut être 22-12, ça peut être 22-12 cinquièmement. Enfin, là, j'ai envie de dire, euh, de toute façon, il y a une méthode encore plus radicale qui consiste à viser les articles L2212-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales. C'est tout le chapitre qui traite des pouvoirs de police administrative générale, étant entendu que vous savez que la police de la circulation, on la retrouve aussi d'ailleurs dans les items des articles L2212-1 et suivants. Donc, je dirais là-dessus, balayer large et c'est pas forcément la peine sur une question comme celle-là je dirais, se retrouver
dans une limite de base légale qui pourrait à un moment ou à un autre apparaître délicate. Merci Gilles. Il y a une dernière question qui concerne plutôt ce qu'on a dit en début de webinaire, c'est-à-dire la plateforme Edu Academy, le e-learning pour les élus. Pour avoir un peu plus d'explications sur les formations détaillées, vous pouvez avoir plus d'explications sur eluacademy.fr. Donc sur eluacademy.fr, vous avez tout le programme détaillé, chaque formation avec ce qu'elle comprend. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour et à demander votre démonstration gratuite. On arrive à la fin de ce webinaire. Merci Gilles pour ce webinaire. Il y a plusieurs messages aussi qui vous remercient Merci à de, tous. pour ce beau travail. Et de toute façon, vous recevez le replay et le support par email prochainement. Et on vous dit à bientôt sur les webinaires La Gazette. Merci Au beaucoup. revoir. Au revoir. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir.